Salut! Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, tu vas être un peu surpris parce qu'il n'y aura pas de vidéo, il y aura juste une version audio puisque je suis intervenu sur le podcast Cyclotopo. J'ai été interviewé par Claire sur tout un tas de sujets et je te propose maintenant de l'écouter. Tu vas voir, c'est assez intéressant. On est revenu sur mes débuts à vélo, sur mes premiers voyages à vélo. On a parlé longuement du Tour du Sud-Ouest, aussi avec la traversée des Pyrénées, sans oublier bien sûr les voyages de Compostelle à vélo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Cyclotopo, le site de Claire et Olivier qui recense tout un tas d'informations hyper utiles sur leur propre voyage à vélo, sans oublier bien sûr leurs nombreux podcasts, interviews de voyageurs à vélo. Si tu ne sais pas qui sont Claire et Olivier, tu peux aussi visionner la vidéo que j'avais fait avec eux durant laquelle je les interviewais pour qu'ils nous partagent leur expérience du voyage à vélo. Je te mets le lien juste à l'écran. Mais maintenant, place au podcast. Tu peux mettre tes écouteurs, monter le son et continuer une autre activité à côté. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Cyclotopo. Cyclotopo est le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis Claire Guillebeau, la créatrice de ce podcast et je vous emmène avec moi dans mes sacoches à la rencontre des voyageurs et des voyageuses à vélo. Sur quelques jours ou au long cours, en France ou à l'étranger, ils partagent avec nous leurs découvertes, leurs rencontres, leurs galères et leurs anecdotes. Accrochez bien vos sacoches ou votre remorque, nous partons voyager à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Gaëtan. Ce trentenaire, originaire de l'Aveyron, a découvert le voyage à vélo lorsqu'il était adolescent. Ce n'est pourtant que récemment qu'il décida d'accrocher de nouveau ses sacoches à son porte-bagages. Dans cet épisode, Gaëtan nous raconte son tour du Sud-Ouest à vélo. Parti de Bordeaux, il nous emmène du canal latéral à la Garonne jusqu'à la Vélodyssée en passant par la mythique traversée des Pyrénées. Ce passionné du Tour de France a notamment franchi 19 cols au cours de ce voyage, dont les mythiques cols d'Aspin et du Tourmalet. Gaëtan nous emmènera également sur la Via Podiensis du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Du Puy-en-Velay jusqu'à Fisterra, au bord de l'océan Atlantique, il nous fera revivre l'ambiance du chemin entre rencontres avec les pèlerins et vie dans les auberges. Mais sans doute connaissez-vous déjà Gaëtan, grâce à sa chaîne YouTube Cyclo-Voyage avec Gaëtan. Passionné aussi par la vidéo, il aime partager des récits de ses voyages, des interviews de voyageurs et aussi ses retours d'expérience. Enregistré entre Talence et Agen, vous l'aurez compris, cet épisode fait la part belle à la découverte du Sud-Ouest. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Gaëtan. Bonjour Claire. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Cyclotopo. Eh bien, merci de m'avoir invité, c'est très gentil. On va parler de pas mal de tes voyages en France et un peu à l'étranger. On va aborder notamment le Tour du Sud-Ouest et le chemin de Compostelle à vélo. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Où vis-tu? Que fais-tu dans la vie? Et depuis quand voyages-tu à vélo? Bon, encore une fois, merci Claire de m'avoir invité à ce podcast. Je m'appelle Gaëtan, j'ai 36 ans, je suis ingénieur dans les travaux publics. Alors, je suis un peu en reconversion en ce moment. Je voyage à vélo depuis quelques années, mais au final, pas si longtemps que ça non plus, je dirais 4-5 ans peut-être. Et voilà, je partage ma passion des voyages à vélo sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Cyclo Voyage avec Gaëtan. Et tu permets aux autres justement de découvrir le voyage à vélo et de s'initier. Exactement. Toi, comment as-tu découvert le voyage à vélo? Et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton premier voyage à vélo? En fait, j'ai découvert ça de plusieurs façons. Alors, en fait, déjà, via des magazines du genre Carnet d'aventure ou des livres aussi de voyageurs. Je pense par exemple des livres de Claude Martalère ou Alexandre Poussin, mais aussi, bien sûr, avec des vidéos sur YouTube, par exemple, d'autres voyageurs. Ce qui m'avait marqué aussi, alors il y a pas mal d'années de ça, c'était un film que j'avais vu de Virgile Charlot, qui était un gars du Jura et alors ça remonte aux années 2010, je pense. C'était quelqu'un qui était parti du Jura, en fait, pour aller jusqu'en Afrique du Sud en traversant toute l'Afrique et en fait, je m'étais reconnu totalement dans ce voyage parce qu'on avait à peu près le même âge. J'adore voyager, partir à l'aventure et surtout d'une façon simple. C'était, tu vois, juste,
après un voyage que j'avais fait en 2009 en Islande. Alors c'était pas un voyage à vélo, c'était un voyage, avec une voiture, mais en fait, j'étais resté quasiment un mois où j'avais fait tout le tour de l'île, j'étais rentré dans les terres, enfin, qu'en camping sauvage, donc vraiment, tu peux difficilement faire plus nature que que l'Islande. Donc après ça, tu vois, j'étais tombé sur ce film-là et je m'étais dit: «Beh, ouais, en fait, ça me parle, j'ai toujours aimé le vélo». Le côté nature, forcément, ça collait bien, donc j'ai voulu allier tout ça et puis, bah, de fil en aiguille, je me suis lancé, dans mon premier voyage à vélo. Et nous avons les mêmes sources d'inspiration puisque moi aussi j'ai adoré les films de Virgile et je crois que c'est aussi ce qui m'a donné envie de voyager à vélo. Et d'ailleurs, si ça intéresse les auditeurs, les films sont disponibles sur YouTube. Ça s'appelle «L'Afrique à vélo» de Virgile Charlot, comme tu as dit, et c'est une série de, je sais pas, 4-5 épisodes qui ont été diffusés sur France 5. Donc voilà, ils sont en C'est ça. accès libre aujourd'hui. C'était une série de vidéos qui était particulièrement bien faite, puisque ça traverse des pays qui sont assez méconnus et tu voyais vraiment qu'ils voyageaient dans la bonne humeur, sans trop de difficultés, malgré la géopolitique, enfin sans trop de difficultés. Il y a eu quelques galères quand même, mais ça fait partie du voyage à vélo. Donc c'était vraiment, un coup de boost pour celui qui veut partir. Tout à fait. Et du coup, quel a été ton tout premier voyage à vélo? Alors, mon tout premier voyage à vélo, en fait, bah, c'est pas tout récent parce que, en fait, je pense que j'étais au collège, tu vois? J'avais 13 ou 14 ans, je sais pas, et en fait, notre prof de SVT à l'époque, il avait organisé une sorte de micro voyage sur 3 jours. Alors c'était dans le Tarn. C'était sur des chemins, alors pas en mode VTT, mais c'était en dehors de la route, tu vois? Sur des sentiers. C'était un petit, voyage de genre, 120 kilomètres, tu vois? À 3 jours. Donc on avait pris les tentes, les duvets. Alors on les portait pas, hein, parce que chaque soir, il y avait une personne qui venait nous les amener, bah, à notre point de chute. Donc c'était vraiment dans la région, là où on habitait. Mais, ce qui était marrant, c'est qu'on avait fait ça avec nos vélos de l'époque, quoi, nos vélos d'enfants, donc des vélos pas du tout faits pour voyager. Donc c'était, bah, c'était assez sympa et puis d'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec ce ce prof aussi, on était assez branchés vélo finalement à l'époque. On avait fait un autre petit voyage dans les Pyrénées, pareil de 2-3 jours et je me rappelle très bien parce qu'on était allés en train et ce que je me rappelle, c'est qu'on avait grimpé un col, c'était le port de Balès. On était partis de Barousse. On était montés tout en haut du col. Alors en fait, on était un groupe de, je sais pas, 7-8, maximum 10 personnes, 10 enfants, on va dire. Et donc on était partis tous ensemble du pied du col et puis au fur et à mesure, forcément, le groupe a éclaté. On montait, finalement, chacun à son rythme et en fait, c'est totalement dingue quand on y repense parce que le col du port de Balès, c'est une montée qui doit faire 20 bornes avec plus de 1000 mètres de dénivelé et tu vois, à 14-15 ans, je me dis aujourd'hui, enfin avec des vélos pas du tout faits pour ça. Moi, je me rappelle, j'avais fait un VTT, tu vois? Donc Ouais. rien de rien n'était, comme il faut, on va dire, et je me rappelle d'autant plus que ce jour-là, en fait, j'avais attrapé un coup de soleil, mais ouais, mythique, quoi. Quand j'étais arrivé au sommet avec, le soleil de l'altitude, je m'étais vraiment, retrouvé rouge comme une écrevisse. Donc tu vois, c'est, aujourd'hui, je pense que ça serait interdit de faire ça et bon, après, du coup, j'ai eu pas mal une très longue période, on va dire, sans voyager à vélo parce que finalement, je suis tombé, un peu, bah, dans cette routine des études, du travail et finalement, c'est plus récemment où je me suis relancé, là-dedans. Donc tu vois, je suis un peu tombé, tout petit dans la dans la marmite. Dans la marmite, c'est génial de découvrir un voyage à vélo à l'école, je suis pas sûre que ça se fasse encore beaucoup aujourd'hui de monter Ouais, l'école comme ça, mais c'est mais c'est ça. Je suis chouette. pas certain non plus, mais tu vois, quand on y pense, finalement, il y avait pas besoin de partir, bah, 1 mois ou plus pour s'initier, 2 jours, 2-3 jours, bah, ça suffit largement et puis tu vois, ça quand tu commences petit, je pense qu'en plus ça ancre en toi des choses qui vont des souvenirs qui vont ressurgir peut-être plus tard et puis, c'est peut-être, tu sais, tu plantes la petite graine qui va faire que plus tard, tu vas avoir envie de recommencer. Et tu l'as refait ce col à vélo depuis? Non, 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 je ne l'ai pas refait, il était pas sur la liste des cols, que j'ai fait sur mon tour de Sud-Ouest, même si je suis passé juste à côté quand je suis allé au sommet du col de Peyrre-Sourde, mais je l'ai pas fait. C'est un col qui est, beh, qui en plus, est assez difficile, le Tour de France, on y est passé, l'an dernier, je crois, D'accord. mais non, je l'ai pas refait. Mais justement, nous allons parler de ton tour du Sud-Ouest. En août 2020, tu es parti pendant un mois faire le tour du Sud-Ouest.
Je crois qu'on l'entend un petit peu à ton accent, tu es du sud-ouest, hein? On peut le dire, hein, je vais pas vous mentir. Donc au programme pour ce tour du sud-ouest, tu as fait 1 600 kilomètres et plus de 16 000 mètres de dénivelé et tu as notamment franchi, 19 cols à travers les Pyrénées. Est-ce que tu peux, nous dire ce qui t'a donné envie de partir, faire un tour du sud-ouest? Déjà, en fait, alors je me rappelle, je voulais partir de la maison. Alors, des fois, tu sais, je sais pas pourquoi, hein, mais j'avais décidé que pour ce voyage-là, il fallait que je parte de la maison et j'avais, j'avais une période de disponible de 2-3 semaines pour ce voyage, donc j'avais réfléchi, planifié. En fait, j'ai décidé de faire, cette boucle parce que ça me faisait finalement passer par des endroits qui étaient, assez différents. Tu vois? Je trouvais entre autres sympa à l'époque de pouvoir voir dans un même voyage à la fois la Méditerranée et puis l'Atlantique, tu vois? Dans la même boucle. Et voilà, je longeais le canal du Midi aussi, puis surtout traverser les Pyrénées. Ça me paraissait juste dingue, en fait. Puis finalement, alors pourquoi, qu'est-ce qui m'a donné envie? Je pense que je me suis un peu chauffé tout seul. En y repensant, je pense que c'était un peu déraisonnable parce que j'avais pas spécialement une expérience de dingue. J'étais pas, vraiment affûté, pas entraîné. Mais tu vois, je sentais que c'était le bon moment parce que j'avais travaillé pendant une dizaine d'années dans une grosse boîte de travaux publics, dans un grand groupe avec un rythme, d'abruti. J'étais très impliqué, très investi dans ce travail et finalement quand j'ai arrêté, ce boulot pour me lancer dans ma propre entreprise, j'ai trouvé un rythme différent et comment dire? J'ai compris que qu'en fait, c'était pas ça la vérité, il y avait pas que le travail. Donc c'était un peu un moyen, finalement ce voyage de revenir à des choses, à des choses simples. Il y a la seule question, tu vois, que je me posais le matin, c'était: «Où est-ce que je vais dormir ce soir?» Donc finalement, c'était l'occasion, le moyen de prendre le temps de vivre un peu, de profiter sans se presser, d'évoluer lentement à force des mollets. Et voilà, finalement passer 2 ou 3 heures, juste pour monter un col et faire 15 ou 20 kilomètres, c'était pas très grave, c'était pas la performance en fait que j'allais chercher, c'était plus, ouais, voilà, finalement revenir à des choses simples pour profiter de chaque instant. Tu as filmé ce voyage et le voyage est disponible, sur ta chaîne YouTube Cycle Voyage avec Gaëtan et je crois que dans la première vidéo, tu dis justement: «Je sais pas si je vais y arriver, mais j'y vais quand même, j'essaye quand même». Ouais, c'est ça, tout à fait. Au début du voyage, le 1er jour, tes sentiments, ils sont un peu partagés parce que tu es content de partir, tu as l'excitation du départ, mais en même temps, tu sais pas dans quoi tu t'embarques parce que tu t'as prévu, tu as imaginé plein de choses, tu t'es fait plein de films dans ta tête, mais là, voilà, c'est plus des films, il faut y aller, il faut se lancer. Donc, au moment du départ, tu as quand même quelques doutes, notamment, là, avec la traversée des Pyrénées. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais donc ouais, j'avais un petit peu d'appréhension au départ, Tu ouais. m'étonnes. Et alors comment as-tu préparé l'itinéraire? Est-ce que tu l'as tracé à l'avance ou finalement tu l'as fait, un petit peu au jour le jour? Ah alors ça, l'itinéraire, la préparation, c'est quelque chose que j'adore, c'est un peu une déformation professionnelle d'ailleurs, mais je sais bien que certains partent comme ça sans rien préparer, tu vois? Vraiment à l'aventure, hein, mais voilà, moi, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'assez, comment dire? Assez cartésien, assez méticuleux, réfléchi donc en fait, tu vois? Même je pense que c'est un peu bête, mais je pense que la préparation du voyage, c'est un moment que j'aime et peut-être que pas que je préfère, mais que j'aime autant en fait que le voyage en lui-même. Donc donc ouais, je l'ai préparé ce voyage, j'avais dessiné un itinéraire, tu vois? Mais quelque chose d'assez général, d'assez, global pour voir dans quoi je me lançais. J'avais imaginé un peu des étapes pour voir, par où j'allais passer, quel col. D'ailleurs, je m'étais même téléchargé à l'époque, je me rappelle, des images là avec les profils des cols parce qu'en fait, je m'étais dessiné comme un roadbook. Finalement, un petit livret, si tu veux, que j'avais amené avec moi, qui me servait finalement, quand j'étais, le soir, tu vois, heu, dans ma tente ou voilà, que j'avais rien à faire, je regardais un petit peu ce qui m'attendait le lendemain parce que pendant le voyage, j'avais pas de GPS. Ça, c'est quelque chose, que je continue à faire, quel que soit en fait mon voyage, je prends pas
de GPS, tu vois? J'ai pas quelque chose sur le guidon qui m'indique quelle trace je dois suivre. Je préfère avoir une carte Michelin, une carte papier et c'est ce que j'avais fait sur ce voyage-là, c'est-à-dire que sur ma sacoche guidon, pardon, j'avais cette carte Michelin et pour te dire, j'avais même pas tracé l'itinéraire dessus. C'est-à-dire que, je savais bien sûr la direction, vers laquelle je devais aller et ensuite, bon, forcément, quand j'étais le long du canal, là, je ne pouvais pas me perdre et globalement, en fait, je ne pouvais pas trop m'écarter pour aller d'un col à l'autre, mais si tu veux, j'aimais bien la carte papier parce que si jamais, tu as envie de faire un écart par rapport à ta trace, tu vois, les alentours, tu vois ça d'une manière un peu plus large et du coup, tu peux te permettre de passer là où tu as envie. Alors que si tu suis vraiment, ce que te dit ton compteur, tourner à droite, tourner à gauche, je trouve que tu es un peu, tu un peu esclave au final et j'avais pas envie de ça. Donc j'avais tracé cette trace et voilà, après, voilà, j'avais quand même besoin de savoir combien de temps ça allait me prendre, dans quoi je me lançais, mais je me suis quand même gardé la liberté de passer là où j'en avais envie. Voilà, pour ce tour du Sud-Ouest, tu es parti de Bordeaux et tu as emprunté dans un premier temps le canal latéral à la Garonne, puis le canal du Midi. Qu'as-tu pensé de cette première partie d'itinéraire qui devait être quand même assez plate et puis du coup, je vais pas te dire bien revêtue parce que j'ai fait un petit bout du canal du Midi que c'était pas super bien revêtu, mais en tout cas assez plate. Bah, en fait, j'avais fait exprès comment dire? De partir dans ce sens-là parce que ça me convenait bien alors en mémoire, je crois que j'ai pédalé les 5 premiers jours du coup sur du plat. Le temps de faire justement, le canal latéral à la Garonne jusqu'à Toulouse, puis le canal du Midi jusqu'à Narbonne et ensuite, de descendre à Perpignan. Donc en fait, si tu veux, cette période-là de 5 jours, c'était un peu une mise en jambe, histoire de me roder un peu, de prendre, mes marques, tous les jours, puis voilà, c'était un peu, un bon échauffement et finalement, c'est pas mal, hein, parce que, déjà le canal, latéral ou le canal du Midi, c'est plat, tu pédales à l'ombre, au frais parce que, c'était au mois d'août que j'étais parti, donc il y avait eu pas mal de grosses chaleurs cette année-là. Donc c'est plutôt bien pour commencer. Après, tu l'as dit, oui, le canal du Midi, effectivement, il est très bien revêtu dans la partie, Haute-Garonne. Et à partir du point de l'autoroute, au niveau de Villefranche ou de Lauragais, dès que tu rentres dans l'Aude, déjà ça commence à changer puisque l'enrobé est remplacé par du gravier et puis, plus tu avances, plus le chemin se rétrécit et puis tu as après des des chemins qui sont du genre, single track où là, tu as des racines, à tel point en fait, c'est que je m'en suis écarté du canal du Midi un moment avant Carcassonne parce que je me disais: «Non mais là c'est pas possible quoi». Il y avait des herbes hyper hautes, et ça m'a étonné parce que, j'avais pas spécialement pensé, que le canal du Midi qui est quand même, hyper connu quoi, hyper touristique, je pensais pas que c'était dans cet état-là. Donc c'est, c'est un peu surprenant ouais de voir le canal du Midi, heu, comme ça. Mais bon, mais en tout cas voilà, c'était comme ça m'a fait m'écarter un petit peu de ma trace comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce qui fait que, cette période de plat, ça m'a permis un petit peu de réfléchir à à ce qui m'attendait à la suite, les Pyrénées, parce que voilà, j'avais pas spécialement d'expérience dans ça, mais en tout cas, je suis arrivé au pied du 1er col en étant bien chaud, quoi. Et quel était ton premier col justement? Alors le 1er col, c'était, donc j'étais au niveau de Prada, dans les Pyrénées-Orientales et le 1er col, c'était le col de Jaux. Alors c'est un col qui est pas très difficile, il est un peu long parce qu'il doit faire 20, un peu plus de 20 kilomètres là, 22-23 kilomètres. Il est assez régulier et donc voilà, mais en fait, je m'étais tellement, pas mis la pression, mais je savais que voilà, ce jour-là, je commençais direct par le col. Je m'étais tellement mis, si on peut dire, la pression qu'en fait, je suis arrivé en haut, pas sans trop de difficultés, mais en me disant: «Bon ça y est, j'y suis arrivé». Je savais exactement, si tu veux, où allaient être les petites portions, un petit peu plus raides, et après une fois que ce premier col a été franchi, si tu veux, les autres, du coup, je me suis un peu plus détendu, même si par moments, je me suis un peu fait, surprendre par la difficulté. Et avant de partir, du coup, est-ce que tu avais à peu près fixé tes étapes? Tu savais à peu près où tu dormirais ou pas finalement? En fait, oui et non, dans le sens où, j'avais préparé l'itinéraire pour savoir à peu près, quel nombre d'étapes.
Donc après, à partir de là, je savais à peu près la zone dans laquelle j'allais atterrir le soir, mais sans, point de chute vraiment précis, c'est-à-dire que j'avais pas regardé les hébergements, j'avais rien réservé. Je faisais vraiment, au jour le jour. J'étais toujours en camping par contre, donc voilà, ça me laissait la latitude de trouver quelque chose en fonction de là où j'étais. Tu ne fais pas de bivouac, c'est ça? Tu fais que du camping, il me semble? Ouais, sur ce voyage-là, effectivement, j'avais pris la tente, alors pas de bivouac, non, j'avais fait que du camping, ouais, c'est ça. Justement, tu as traversé les Pyrénées à vélo. On va pas pouvoir parler de tous les cols, mais est-ce qu'il y en a, 1 ou 2 qui t'ont particulièrement, marqué pendant cette traversée des Pyrénées? Oui, oui, il y en a un ou 2 qui m'ont particulièrement marqué. Alors, déjà, celui qui m'a le plus marqué peut-être, ou en tout cas qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est le port de Paillères. C'est un col qui est dans l'Ariège, qui doit faire, 11 ou 12 kilomètres, mais qui est assez pentu. Ça doit être de l'ordre de 8 de moyenne, et le sommet est à 2001 mètres. Donc il est pas mal, et en fait, ce col-là, je l'ai totalement sous-estimé, ou en tout cas, j'ai surestimé mes capacités, je sais pas dans quel sens il faut prendre la chose. Heu et en fait, ce col-là, pourquoi ça m'a marqué, c'était que, c'était la première journée de montagne, donc le jour où je partais de Prades, et cette journée-là, en fait, je pense que j'étais bien en forme. J'avais fait mes 3 premiers cols dans la journée, et je suis arrivé, en bas de ce port de Paillères en tout début d'après-midi, tu vois? C'était 14h, et on le disait tout à l'heure, dans ma préparation du voyage, j'avais prévu de dormir, justement au pied du col, et quand je suis arrivé là, je me suis dit: «C'est quand même dommage, c'est 14h, il fait beau, bon, voilà, je vais pas en rester là, je l'attaque ce col». Et en fait, en fait, j'aurais pas dû, parce que, j'étais déjà un peu émoussé par les 3 premiers cols. Il faisait très, très chaud, donc c'était en plein milieu d'après-midi, et puis ce col, en fait, il est hyper raide, quoi. Hyper raide, j'en ai vraiment bavé toute l'ascension. Et par contre, c'est un col qui était magnifique, parce que, tu as toute une première partie, en bas, qui est, dans la forêt là, vers Mijanès, et plus tu montes, plus, ça devient pelé tout en haut. Il y a plus d'arbres, la végétation a complètement changé, donc tu sens vraiment, comment dire? La température qui change, tu vois? Qui diminue au fur et à mesure que tu montes, et puis quand tu es en haut, il faisait hyper beau, tu avais une vue qui était totalement dégagée, donc j'en ai quand même pas mal bavé, et à tel point que, du coup, quand j'étais en haut, je suis descendu en suivant vers Aix pour, trouver un camping, et le lendemain, en fait, j'ai eu quelques traces, parce que j'ai eu des douleurs qui sont apparues, donc ouais, ce col, il m'a un peu marqué quand même pendant le voyage. Ça, tu vois, c'est un peu le piège du voyageur à vélo. Tu te sens en forme, donc tu continues un peu et puis le lendemain, tu es totalement cuit. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc tu as traversé les Pyrénées de Perpignan jusqu'au Pays basque, Ouais. jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Est-ce qu'il y a un département ou une région qui t'a particulièrement marqué ou que tu as particulièrement aimé sur cette traversée des Pyrénées? Une partie que tu as préférée? Ce qui est intéressant, c'est de voir toute la progression, de la Méditerranée jusqu'au Pays basque, puisque tu vois au début vraiment les 1ers contreforts des Pyrénées. Tu vois que ça s'élève progressivement. Après, tu rentres vraiment dans le cœur, quoi, des Pyrénées, avec une succession de cols, interminables. Et à la fin, tu arrives sur le Pays basque, où, alors, faut se méfier du Pays basque, parce qu'on a l'impression que c'est moins haut, donc à première vue, on se dit: «Ah, c'est plus facile», hein, sauf qu'en fait, au Pays basque, ça peut être aussi difficile, voire plus que dans les cols, pyrénéens, purs et durs. Donc non, finalement, j'ai pas une région des Pyrénées qui m'a plu, plus qu'une autre. Moi, j'ai bien aimé les cols, hein, finalement, c'est quelque chose qui m'a assez plu, non, non, rien, j'ai rien de plus. Tu es parti en août, est-ce que c'était assez tranquille, les routes des Pyrénées en août ou il y avait quand même un peu de tourisme et de circulation? Ouais, c'était fin août, début septembre. Non, j'ai pas été embêté par la circulation, dans cette, zone-là, ni même pour trouver des places au camping. C'était assez, non, non, franchement, c'était assez tranquille, de ce point de vue-là. Tu m'as dit que c'était le premier voyage, que tu avais filmé.
Qu'est-ce qui t'a poussé à filmer, ce voyage et quel matériel as-tu emmené avec toi? Alors, ce qui m'a poussé, c'est que, déjà, forcément, j'ai un peu une passion pour la vidéo, pour, cette envie de partager, l'envie de donner envie, on va dire et de montrer que finalement, quelqu'un de simple, de normal, en fait, peut le faire. Si moi j'y arrive, les autres y arrivent donc l'idée, c'était ça, c'était de retranscrire, un petit peu le voyage. Après, au niveau matériel, c'est le même que j'ai aujourd'hui, donc j'ai une GoPro, 8, un appareil photo, G7X, un drone pour me permettre d'avoir des vues aériennes et puis, quelques accessoires du genre un trépied, donc finalement finalement j'amène un petit peu de matériel mais, je me filme tout seul donc, c'est quelque chose qui est assez contraignant. Ce que j'aime bien en fait dans le fait de faire, des films de mes voyages à vélo, c'est de montrer des voyages qui sont, finalement, comment dire? Normaux. C'est-à-dire, c'est pas la traversée de l'Amérique, de la Mongolie, de la route du Pamir, tu vois? On en est un tour du monde parce que ce genre de voyage qu'on voit beaucoup finalement, c'est des voyages en fait qui sont, hyper beaux avec de très belles images, mais qui finalement font rêver les gens qui les regardent et très peu se lancent dans ça parce que c'est très dur de s'identifier. Tandis que là, tu vois, un voyage, en France, de mon point de vue, je trouve que c'est plus facile pour les gens de se dire: «Ah ben ouais, c'est quelque chose qu'on pourrait faire». Donc, dans tous les voyages que je filme, pas que celui-là, que ce soit, un week-end, une semaine, ou plus, finalement, je le fais sur mes congés comme tout le monde. J'essaie vraiment de garder un petit peu ce côté, simple, comment dire? Authentique. Alors après, c'est sûr, hein, c'est pas parfait, c'est pas c'est pas Hollywood, mais je me filme tout seul, je monte tout seul à la maison après, j'ai appris par moi-même donc je m'améliore au fur et à mesure des vidéos. Quand je vois ce voyage des Pyrénées notamment, et que je regarde aujourd'hui, je me dis: «Ah là, c'est pas possible d'avoir fait ça», c'est je vois un petit peu, je vois que je me suis un peu amélioré au fur et à mesure du temps. T'inquiète pas, c'est pareil pour le podcast. Mais finalement, c'est pas si grave, hein, il faut pas s'arrêter aux petites erreurs, aux petits, Ouais. problèmes de montage, tout ça, c'est pas bien grave. Tu nous disais que tu te filmais seul, ça doit te prendre, pas mal de temps pour, déposer et aller chercher la caméra notamment. Combien de temps y consacres-tu par jour? Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée? Est-ce que maintenant ça fait partie de ton voyage? Alors oui, c'est une énorme contrainte que de se filmer en voyage, quand tu veux faire, un film comme ça. C'est-à-dire pas simplement un film souvenir pour montrer à ta famille et à tes amis parce que, comme tu l'as dit, c'est énormément de temps dans une journée. Comme tu l'as dit, il faut, poser la caméra, tu vas passer dans un sens, dans l'autre, tout ranger, remonter sur ton vélo. Ouais, c'est vraiment beaucoup de temps, il faut vraiment le vouloir parce que si tu fais ça, comme étant une contrainte, ça va te tuer ton voyage. Moi clairement, alors je sais pas te dire, combien de temps ça me prend par jour? Parce que finalement, au fur et à mesure des voyages, je prends de plus en plus mes petites habitudes, je range mon matériel différemment et puis je commence comment dire? À savoir où est-ce qu'il faut que je place ma caméra, j'arrive à repérer les lieux qui vont me permettre d'avoir des plans sympas et puis surtout je réfléchis un peu en amont maintenant, à l'histoire que je veux finalement raconter de ce voyage parce que je montre pas tout, j'essaye de raconter quand même, quelque chose. Alors, ça me fait faire finalement quelques allers-retours supplémentaires. Alors, je ne sais pas si c'est que dû au fait de me filmer, mais, j'ai remarqué qu'entre les étapes que je prévois, sur le papier à la maison et ce que je fais réellement, j'ai toujours, au moins 10 de distance en plus par jour. C'est-à-dire que je fais, mettons, je sais pas, 80 kilomètres, quand j'avais prévu de faire 80 kilomètres, finalement, je vais arriver à 90 kilomètres à la fin de la journée. Alors c'est peut-être pas que, à cause de ça, mais ouais, c'est une énorme contrainte à tel point, tu vois, que quand je voyage avec ma compagne, l'été, parce qu'on se fait toujours un voyage l'été ensemble, elle me dit: «Mais tu me saoules avec tes vidéos, arrête un peu, il faut qu'on avance, quoi». Mais j'ai dit: «Ouais, mais là, c'est sympa, il faut que je filme comme ça» et après voilà, quand je suis tout seul, moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, comme c'est une passion, si tu veux, ça fait partie de mon voyage, totalement, donc un plaisir.
On va reprendre le fil de ton voyage dans le sud-ouest. Donc, on a traversé les Pyrénées avec toi, du coup, et tu es arrivé à Saint-Jean-de-Luz. Ça fait quoi d'arriver à Saint-Jean-de-Luz et puis de voir l'océan Atlantique? Ben, alors déjà, c'était un beau moment parce que, j'y suis arrivé le matin au moment où le soleil se levait. Donc c'est un super moment que de découvrir ce paysage-là et puis surtout, en fait, c'était une étape importante parce que ça marquait vraiment que les Pyrénées, c'était derrière moi. Donc un peu un sentiment de fierté finalement d'être arrivé à franchir cette chaîne des Pyrénées. Et puis un petit peu de nostalgie aussi parce que quand j'arrivais à Saint-Jean-de-Luz, je savais qu'il me restait que 2-3 jours pour arriver à la maison. Donc ben, voilà, forcément, je me disais le voyage est plus derrière que devant. Mais ouais, c'est Saint-Jean-de-Luz, en plus, c'est un endroit qui est assez sympa, cette baie, la côte rocheuse et tout, c'est magnifique. Donc c'était un moment, toi, j'étais un peu partagé, toi, dans mes, dans mes sentiments au moment d'arriver là. Et après, tu as suivi la Vélodyssée pour revenir à Bordeaux? Oui, alors pour remonter jusqu'à Bordeaux, effectivement, j'ai pris la Vélodyssée parce que bah, déjà, c'était tout tracé, c'est une véloroute qui te permet d'être à l'écart des voitures. Et puis voilà, c'était, comme je te disais, c'était la fin du voyage. Ça me permettait de découvrir aussi cet itinéraire cyclable que j'avais jamais parcouru. Alors qui est pas foufou, hein, dans les dans les Landes, hein, on va pas se mentir. C'est très plat, c'est très droit, le paysage est souvent, le même dans les pins. Tu vois pas souvent l'océan malgré le fait que tu sois à côté, parce que finalement tu as cette dune qui te sépare. Il y a que les villages côtiers, genre Mimizan, où tu peux vraiment aller voir l'eau. Puis voilà, je suis arrivé au bassin d'Arcachon et puis là, c'est sympa parce que, beh, du coup, ma compagne, avait fait le trajet en vélo, le matin de Bordeaux jusque là. On a mangé ensemble le midi, puis on est rentrés ensemble jusqu'à la maison, donc j'ai fait les derniers, on va dire les derniers 50 kilomètres avec elle, donc c'était, un bon moyen Ah, de chouette. finir ce voyage. Ton tour du sud-ouest illustre bien ce que tu nous disais, qu'il y a pas besoin, forcément de partir loin pour avoir une, diversité de paysages incroyables et être, totalement dépaysé puisque, bah, en une grande région ou 2 régions, si on compte, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, on dirait quand même que tu as fait un grand voyage, même en restant dans une ou 2 régions. Mais oui, c'est ça, c'est totalement ça. En fait, c'est pour ça que j'essaie, mais enfin j'essaie. Je fais pas mal de petits voyages, même des sorties de 2-3 jours, tu vois? Des week-ends prolongés finalement dans des régions qui sont pas très loin de là où j'habite parce que, bah, tu t'aperçois que d'une part, tu connais pas, forcément tous les endroits de ton propre département et donc il y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voyager. Mais rien que le fait de pas dormir à la maison, rien que ça déjà, ça te permet un petit peu de t'évader et puis oui, tu vois, une boucle du sud-ouest, finalement, bah, moi je trouve que c'était un grand voyage, en tout cas à mon échelle, 1 600 km, je trouve que c'était particulièrement sympa. J'ai vu plein de paysages différents. Ouais, tu peux voyager, en restant à côté de chez toi. Et tu nous parlais de petits voyages, du coup, on peut citer la vallée du Lot, Afflot-Vélo et Château de la Loire que tu as fait, aussi et que tu as filmé, qui sont disponibles sur ta chaîne YouTube Cycle Voyage avec Gaëtan. Du coup, qui sont, bah, des voyages, bah, comme tu dis, un petit peu plus courts, mais qui sont accessibles aussi à tous et qui permettent, de donner des bonnes idées d'itinéraire et puis de voir un petit peu comment tu t'organises, comment c'est voyage à vélo, en pratique et en images. C'est ça, c'est des voyages, comme tu dis, qui sont courts, donc tu peux faire sur tes congés, et puis, comme je te disais, c'est des voyages qui sont simples parce que, finalement, c'est sur des endroits qui sont connus ou pas. Souvent, tu peux avoir des itinéraires qui sont déjà tracés, qui existent déjà, qui sont déjà balisés, donc où tu n'as pas la possibilité de te perdre, tu es déjà guidé. Donc en fait, c'est des itinéraires que tout le monde peut faire, et il y a des itinéraires d'ailleurs comme les châteaux de la Loire ou Amsterdam-Paris qu'on avait fait, juste avant le voyage de Compostelle, hein. C'est 2 voyages que j'avais fait avec ma compagne qui elle, elle fait pas de vélo en fait, sauf une fois par an quand elle vient, avec moi. Donc c'est vraiment la preuve que, beh, du coup, tout le monde peut y arriver parce qu'elle est pas entraînée et puis elle a pas un vélo qui est prévu pour ça. Donc voilà, tout le monde peut le faire, quoi. Tout à fait. Donc on va parler de ton deuxième grand voyage. Du coup, c'est les chemins de Compostelle à vélo.
Tu es parti cette fois-ci à l'été 2021, donc 1 an après ton tour du Sud-Ouest. Tu as parcouru le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo du Puy-en-Velay jusqu'à Fisterra, au bord de l'Atlantique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, comment est né ce projet? En fait, plutôt qu'une boucle, comme le tour du Sud-Ouest là, je voulais faire un voyage un peu différent, juste, un aller simple parce que, je voulais faire un voyage en fait qui m'amène loin finalement. Donc, un aller à vélo, j'ai regardé, bah, ce que je pouvais faire, j'ai cherché un petit peu et puis, je suis tombé sur ça. Ça m'a assez parlé parce que, bah, comme, on l'a dit tout à l'heure, je suis originaire de l'Aveyron et en fait, le chemin de Compostelle, enfin un des chemins, la voie principale en tout cas, beh, passe par là. Alors j'en avais souvent entendu parler quand j'étais petit, j'avais vu pas mal de pèlerins, Conques, Aubrac, tout ça, c'est à côté de là où je vivais donc finalement, j'ai commencé à regarder le parcours, tu vois? À partir de ça, je me suis dit: «Beh, écoute, ça passe par, ma région natale, ça passe par des endroits où j'ai travaillé dans le Gers, par exemple». De fil en aiguille, tu vois, j'ai déroulé tout ça et puis, je j'ai regardé, ça arrivait jusqu'à Santiago de Compostela, puis, voilà, après, je me suis dit que j'allais terminer, vraiment jusqu'au kilomètre zéro qui est à Fisterra au bord de l'océan. Donc par contre, ce chemin de Compostelle, moi je l'ai pas fait dans une optique religieuse. C'était pas, mon but parce qu'il y en a qui peuvent le faire, pour tout un tas de motifs, une rupture, une perte de travail, un départ à la retraite, enfin bref. Mais moi, c'était vraiment juste pour voyager, pour découvrir un itinéraire. Donc cette voie en France, en fait, c'est celle que j'ai prise, c'est la voie du Puy, la Via Podiensis, c'est la voie un peu principale, on va dire, la voie historique, la plus connue. Celle où il y a le plus de monde aussi, parce que tu as la voie de Tours, mais la voie de Vézelay qui passe pas très loin, bah, d'ailleurs de là où j'habite, en Gironde. Mais voilà, j'avais choisi la voie du Puy parce qu'elle est passée, de là où j'étais né, en gros. Et ensuite en Espagne, là par contre, c'était plus facile puisque j'ai pris le Camino Frances qui est un peu voilà, la route, la route du pèlerin là-bas, la route principale et voilà, tous les gens en fait, qui m'avaient conseillé ou ce que j'avais pu lire, ça allait dans ce sens, c'est-à-dire que pour un premier voyage sur le chemin de Compostelle, c'était un bon choix en fait de faire la voie du Puy et ensuite le Camino Frances. Donc c'est comme ça qu'est né le projet. Alors tu nous as dit que tu faisais, ce voyage, sans dimension religieuse, mais est-ce que tu t'étais quand même procuré une crédentiale avant de partir? Oui, 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 alors je l'ai pas acheté avant le départ. En fait, je l'ai acheté, le jour du départ au Puy-en-Velay, à la cathédrale du Puy-en-Velay. En fait, la crédentiale, pour ceux qui savent pas ce que c'est un morceau de papier, en fait, c'est un peu le passeport du pèlerin. C'est ce qui, montre en quelque sorte que tu es en train de faire le chemin de Compostelle. Ça a pas de valeur légale, hein, mais, voilà, ça te permet notamment d'accéder aux auberges pour le pèlerin qui sont vraiment tout le long du chemin. Alors en France, on ne te la demande pas forcément, mais en Espagne par contre, oui. Et comment ça marche en fait? Beh, tout le long de ton chemin, tu fais tamponner ta crédentiale. Alors ça peut être le soir dans les auberges, ça peut être, dans un office de tourisme, une mairie, un commissariat, n'importe où, mais en fait, ça te permet d'avoir une chronologie avec ces tampons, bah, qui montrent par là, tous les endroits par où tu es passé. Et en fait, donc cette crédentiale, c'est vraiment quelque chose qui est personnel et qui est propre à chacun. Toutes les crédentiales du coup sont différentes parce que finalement personne ne s'arrête au même endroit. Et en fait, moi je trouve que c'est le souvenir en fait de mon voyage parce que quand j'ouvre ce petit papier, que je revois les tampons, je me rappelle de chaque endroit en fait où je les ai fait tamponner, tu vois? Ça me permet bah, d'avoir un beau souvenir hyper personnalisé. Et alors, une toute autre question sur le matériel. Est-ce que justement, comme tu partais sur Saint-Jacques-de-Compostelle, tu as fait quelques modifications dans le matériel que tu as emporté? Est-ce que tu as emporté ta tente, par exemple? Comment tu t'es organisé? Ben en fait, du coup, alors j'avais pris que mes sacoches, arrière, j'avais pas pris de rack-pack puisque, dans mon rack-pack, en principe, je mets justement toutes les affaires pour le camping ou le bivouac, donc la tente, le duvet, le réchaud et compagnie. Et sur ce chemin de Compostelle, j'avais choisi comme mode d'hébergement, les auberges pour pèlerins. Donc j'ai pas pris la tente, j'ai pas pris non plus le réchaud puisque dans les auberges, soit tu peux te faire à manger dans les cuisines, soit tu peux prendre le repas en commun. Donc
Finalement, j'ai fait une économie, de poids. Je suis parti assez léger, puisque aussi dans ces auberges-là, tu peux par exemple laver ton linge. Donc finalement, je ne suis pas parti avec grand-chose. Au niveau du vélo, je ne l'avais pas spécialement modifié, si ce n'est le fait que comme on revenait du voyage à Amsterdam-Paris où on avait dû démonter les vélos pour les mettre, dans les cartons là, dans l'avion, j'avais démonté le porte-bagages avant et du coup pour ce voyage-là, je ne l'avais pas remonté parce que je n'allais pas en avoir besoin non, tu vois? Rien de particulier niveau matériel. Et alors pour les auditeurs, on a eu, l'occasion de se rencontrer du coup Gaëtan en vrai, en juin dernier, à Agen et j'ai pu voir ton très, très beau vélo et il y a quelque chose qui m'a marqué sur ton vélo, c'est que tu as ton groupe sanguin qui est inscrit sur ton vélo, non? Ouais, je l'ai marqué sur une sacoche, en fait, mes sacoches, arrière, hein, qui sont, donc de la marque, Bode, elles ont un compartiment principal et une petite poche extérieure et sur cette petite poche extérieure, alors d'un côté, je mets, ma tenue de pluie, comme ça je peux la sortir rapidement, sans avoir à ouvrir toute ma sacoche et tout mouiller et de l'autre côté, sur l'autre sacoche, c'est là où je mets, une sorte de petite, trousse à pharmacie, tu vois? Ou trousse à outils Ouais. et du coup, j'ai indiqué sur cette poche-là, que se trouvait ma trousse à pharmacie-là avec une petite croix rouge là, une croix de pharmacie et puis à côté j'ai mis un petit scratch avec mon groupe sanguin, ouais, en effet. Mais j'ai trouvé ça, très intéressant et c'était la première fois que je le voyais et j'ai trouvé ça aussi très intelligent, je t'avoue donc Je sais pas si c'est utile, en tout cas pour l'instant ça m'a pas servi, mais je me suis dit que finalement, bon faut pas penser au pire parce que sinon on fait rien, mais finalement s'il m'arrivait quelque chose, tu vois, au moins, c'était le moyen de savoir, quel était mon groupe sanguin facilement puisque, j'ai pas de papier sinon sur moi qui l'indique donc voilà, c'était la manière, de l'indiquer. mmh et du coup, c'est un alors on va peut-être pas dire un bon plan, mais en tout cas, ça peut être une bonne idée pour, peut-être des voyages, en solo comme tu fais ou des voyages, au long cours ou à l'étranger. Peut-être que ça peut être, une petite sécurité, en plus. Peut-être, ouais. On va parler de ton voyage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc comme tu nous disais, tu es parti du Puy-en-Velay en août, fin août 2021. Est-ce que tu peux nous raconter ton départ? Est-ce que tu avais hâte ou est-ce que tu appréhendais un petit peu, le départ? Mais les 2. Les 2, comme tout à l'heure, en fait, le voyage, tu l'as tellement préparé, imaginé, attendu, que tu es impatient de partir donc voilà et en même temps, tu sais que, tu pars un peu dans l'inconnu, tu connais pas l'itinéraire forcément, tu sais pas les hébergements, tu sais pas où tu vas dormir, tu connais pas l'état du chemin, donc il y a tout un tas de questions qui font que, voilà, tu vas dans l'inconnu. Donc voilà, tu te lances sans tout maîtriser, donc forcément, il y a de l'appréhension, mais en même temps, voilà, tu as tellement préparé que, tu as envie de partir, quoi. Tu as envie de te lancer, et en plus, le pire, c'est que pour me rendre au Puy-en-Velay, au départ, du coup, depuis Bordeaux, j'ai passé une journée entière dans le train pour me rendre là-bas. J'ai pris un TGV, un Intercité, un TER, donc je devais changer de gare à Paris, donc j'avais à peu près 100 de chances que ça se passe mal avec la SNCF et en fait, tu vois, ça s'est bien passé pour une fois, donc après ça, j'étais hyper confiant du coup pour le départ. Je me suis dit: «Là, il peut plus rien m'arriver» et sauf que, la première nuit que j'ai passée au Puy-en-Velay avant de partir, tu vois, le la personne qui était dans la piole à côté, il a gueulé toute la nuit. Donc en fait, le matin, du coup, du premier jour, j'avais les yeux, pas en face des trous. J'étais un peu, voilà, c'était pas forcément la meilleure forme, mais voilà, après l'excitation du départ a compensé, a pris le dessus et finalement je suis parti. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu ces 1 jours de voyage, notamment à travers, l'Aubrac? Et il me semble que tu es passé aussi à Conques et on connaît un petit peu Conques avec Olivier. Cet été, on y est passé, on a beaucoup pensé à toi. Et alors en fait, ça arrive au début du voyage parce que finalement Conques, enfin Aubrac d'abord et Conques ensuite, ça arrive dans les 3-4 premiers jours. L'Aubrac en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu pars du Puy-en-Velay, tu commences à pédaler un peu dans les contreforts du Massif central, c'est assez vallonné
et, heu, et ensuite tu arrives sur le plateau de l'Aubrac. Donc là, le paysage change totalement. Tu quittes un peu ces forêts de pins et puis tu arrives sur un plateau qui est désertique, avec pas mal de pâturages, de murets en pierre, les jolies vaches que tu connais bien puisque elles font partie de ta collection là, maintenant. C'est ça, des aubracs. Donc voilà, elles sont magnifiques avec leur maquillage autour des yeux. Et donc l'Aubrac, ouais, c'est magnifique, d'autant plus que, ça m'a fait passer par le col d'Aubrac. C'était une petite ascension que j'avais fait au tout début d'un jour avec des lumières, somptueuses puisque le soleil se levait sur ce paysage-là. Et en fait, l'Aubrac, faut savoir, tu arrives à 1 340 mètres en haut du col. C'est le point culminant du chemin de Compostelle en France. Et quand je suis arrivé là, en même pas 10 minutes, tous les nuages sont arrivés, le brouillard est tombé et je me suis retrouvé du coup avec, 4 degrés, tu vois, en plein mois d'août. Donc un paysage, du coup, hyper inhospitalier. Donc voilà, l'Aubrac, c'est très particulier. Et dans la même journée, du coup, je suis descendu ensuite dans la vallée du Lot. Tu passes par Espalion, Estaing et ensuite tu vas à Conques. Et Conques, c'est pareil, c'est un petit village qui est, enclavé, dans une vallée et ouais, c'est vraiment magnifique. C'est que des vieilles pierres. L'abbatiale, elle est incroyable. Tu as la salle du trésor où tu peux aller voir un peu alors tu as des reliquaires et tout un tas de sculptures qui sont ornées avec des joyaux, des pierres précieuses. Donc c'est vraiment, c'est un trésor du Moyen Âge. Je crois qu'il y en a que 4 ou 5 en Europe, donc c'est quand même à voir. Et puis, moi, Conques, ça m'a vraiment marqué parce que j'avais dormi le soir à l'abbatiale de Conques, qui colle qui colle l'abbatiale. Et juste après avoir pris le repas en commun, tu te diriges dans l'église, là, dans l'abbatiale, et tu as les 7 frères prémontrés qui font des chants. Alors, c'est des chants religieux, j'imagine, mais je ne savais pas trop leur signification. Mais en fait, tu as une sorte d'harmonie qui se fait dans leur voix au cœur même de l'église, donc ça résonne, enfin, c'était hyper beau. Et ce jour-là, en fait, je pense qu'avec la fatigue, j'étais parti le matin, tu vois, avec les 4 degrés du col d'Aubrac, l'après-midi il faisait 31, donc j'avais eu une grosse amplitude de température, j'avais eu plein de paysages, et en fait, ça m'est monté un petit peu vraiment aux yeux, tu vois, j'ai des larmes presque qui sont apparus parce que ça m'a vraiment, vraiment touché, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et puis après ce moment-là, si tu veux, tu as un des frères qui, t'explique le tympan, qui est la façade en fait, du bâtiment avec tout un tas de sculptures qui ont plein, plein de significations. C'est hyper intéressant et ensuite, tu re-rentres à l'intérieur et là tu as un concert d'orgue, alors qui est assez, qui est assez marrant parce qu'en fait, il commence par des musiques, bon, que tu connais pas forcément, mais au bout d'un moment, il commence à jouer quelques notes et puis là, tu vois, tu as tout le monde qui se regarde, qui est du genre, «Attends mais c'est quoi lui ça?» Et en fait, le et en fait, le frère, il joue des chansons du genre, Michel Polnareff, je crois qu'il a joué du Johnny Hallyday aussi, il a joué les portes du pénitencier. Donc c'est ouais, c'est un peu un moment hors du temps, quoi. Il faut vraiment le vivre et en tout cas, s'il y en a parmi, les écouteurs qui veulent, passer par là, il faut vraiment s'arrêter le soir à Conques pour aller assister à ça parce que ça vaut vraiment le coup. C'est, un de mes moments préférés du voyage, clairement. Et c'est intéressant du coup parce que le chemin de Saint-Jacques est le fil conducteur de ton voyage, mais tu as à la fois cette, dimension voyage à vélo et la journée et aussi cette dimension, du coup rencontre sur le chemin le soir et dans les auberges et autres. Ouais, c'est vrai que le chemin de Compostelle, c'est particulier en ce sens-là, c'est que, tu fais énormément de rencontres. Alors c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de marcheurs, puisque la plupart le font à pied. Donc les marcheurs, eux, ils nouent une relation entre eux parce que, comme ils ont tous le même rythme, ils se retrouvent le soir dans les auberges ou en tout cas le lendemain, ils vont se recroiser, se retrouver. Enfin voilà, ils vont, vraiment, nouer une relation que tu ne crées pas forcément en vélo puisque, forcément tu vas plus vite. Donc quand eux font, une étape, toi dans la même journée, tu en fais 3 ou 4 équivalentes. Donc les rencontres que tu fais le soir aux auberges ou dans la journée, voilà, elles sont éphémères. Tu ne les recroiseras pas, mais c'est très intéressant parce que justement, plutôt que d'être dans ta tente le soir tout seul, là tu participes souvent à un repas en commun où tu es sur une même table. Chacun partage son expérience, sa façon de voyager, de marcher et ça, c'est très enrichissant.
Et tu vois, en Espagne, du coup, il y a beaucoup plus de vélos qu'en France, ce qui fait que, beh, le même phénomène se produit. Tu vas rencontrer des vélos, discuter, voilà, échanger et puis ces mêmes vélos, tu vas, bah, les recroiser le lendemain, le soir et de fil en aiguille comme ça, bah, tu crées une relation et c'est marrant parce que du coup, jusqu'à Santiago, moi il y a un couple, entre autres, avec qui j'ai eu ce phénomène-là. On s'est recroisés hyper souvent à tel point qu'on est arrivés, quasiment en même temps à Saint-Jacques-de-Compostelle et pour te dire, tu vois, je suis toujours en contact avec eux et en ce moment même, je suis en train de les aider à organiser leur voyage en France puisqu'ils veulent, faire à vélo une partie de la Vélodyssée, arriver à Bordeaux avant de rentrer en Espagne. Donc tu vois, je vais les recroiser, bah, cet été. Je regrette pas du tout d'avoir dormi en auberge et ne pas avoir pris la tente du coup, parce que sinon je serais passé vraiment à côté de bon nombre de ces rencontres et finalement, en fait, ces rencontres, c'est vraiment, ce qui fait l'essence même de ce chemin, quoi. Comment faisais-tu pour te guider? Parce que je sais qu'il y a aussi le V3 qui fait une partie du chemin de Compostelle, que je suis un peu perdue dans tous les itinéraires qui existent. Alors mais tu as raison parce qu'en fait, c'est pas hyper clair déjà. Déjà à la base, il faut savoir que, ben, en France, le chemin de Compostelle, c'est un chemin qui est pour les marcheurs. Donc c'est, la voie principale, la voie du Puy, celle que j'ai suivie, c'est le GR 65. Donc grosso modo, j'ai suivi le balisage des marcheurs. J'ai essayé dès les premiers jours de prendre le chemin, mais en fait, voilà, c'est un single track, donc si tu as un VTT, je pense que tu peux le suivre. Quoique par endroits, je crois que vers l'Aubrac notamment, il y a des portions qui sont interdites aux vélos pour préserver un peu l'espace et ce qui fait que, bah, dès le départ, en fait, moi je savais pas trop à quoi m'attendre et en essayant de l'emprunter, ce chemin, j'ai rapidement, compris que ça serait pas possible en France parce que, quand tu te retrouves sur un espace qui est moins large que ton vélo et les sacoches, avec des ronces de chaque côté, ben, ouais, là, c'est un peu la galère. Donc souvent, ce que j'ai fait en France, c'est que, beh, je prenais les petites routes qui longeaient le chemin et voilà, j'apercevais toujours les marcheurs, si tu veux, à droite, à gauche sur le sentier qui évoluait, à côté. Donc voilà, on va dire qu'en France, j'étais sur un fuseau, une bande, voilà, plus ou moins large de chaque côté du chemin et je croisais les marcheurs, quand le chemin croisait la route ou aux différents villages par lesquels je passais. Par contre, en Espagne, ça s'inverse, c'est-à-dire que le Camino Frances, il est beaucoup plus large qu'en France, c'est-à-dire que, dans la majeure partie du temps, en fait, une voiture presque pourrait y passer. C'est un chemin qui est en gravier, donc il est praticable pour les vélos. Alors bon, bien sûr, tu as des endroits qui sont plus étroits, qui sont, plus ou moins défoncés, donc où il te faut pousser le vélo ou t'échapper du chemin temporairement, mais en Espagne, on va dire qu'à plus de 80-90 j'étais sur le même chemin que les marcheurs et comme tu disais, en Espagne, le Camino Frances, c'est, l'Eurovélo 3. Hem, donc c'est balisé, je crois que l'Eurovélo 3 pardon, à quelques endroits fait quelques petits écarts donc mais bon voilà, à quelques exceptions près, c'est pareil, ça se termine à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Par contre, tu vois, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est qu'en France, enfin, en tout cas, quand tu parles avec des marcheurs français, il y a souvent quelque chose qui ressortait. Ils me disaient souvent: «Ah mais puisque tu le fais en vélo, tu prends pas le même, sentier que les marcheurs, donc tu fais pas le vrai chemin». Et et donc ça me faisait un peu sourire parce qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment un vrai chemin? La trace, elle a évolué puisque depuis je sais pas, des siècles et des siècles, le tracé, il a bougé, il a évolué et ce qui me fait sourire, c'est qu'en fait, tu vois, il y a un truc en Espagne pour passer la frontière, les marcheurs passent par le col de Roncevaux, qui monte assez haut, qui est vraiment, fait pour les marcheurs et moi, du coup, je suis passé par ce qu'ils appellent la vallée, c'est-à-dire le col d'Ibagneta et il se trouve qu'en fait, historiquement, le chemin de Compostelle, il passait, beh, par la vallée parce que, les pèlerins avant, pourquoi faire compliqué alors qu'on peut passer par un endroit plus simple? Ils allaient au plus facile. Donc là, du coup, moi, je m'amusais toujours à leur dire: «Ah mais du coup, pour passer la frontière, tu prends pas le vrai chemin alors?» Donc voilà, tout ça en fait, il faut pas être, strict vraiment, le chemin il évolue et puis finalement, est-ce que c'est vraiment important, de suivre rigoureusement une trace? Je suis pas persuadé.
Ouais, c'est ça, chacun son chemin et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, ce n'est pas la seule voie qui part de France et qui va jusqu'à Saint-Jacques. Tu aurais pu prendre la voie d'Arles ou de Vézelay, ça aurait été aussi, totalement différent. Exactement, exactement. Donc du coup, on s'était arrêté à Conques et tu nous parlais du Coll di Bagneta. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y a entre Conques et le Coll di Bagneta? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette portion? Oui, oui, oui. Alors, entre Conques et le col d'Ibagneta, alors, ben, le paysage a évolué beaucoup. Après Conques, déjà, tu vas te diriger, donc tu es dans l'Aveyron, tu vas te diriger vers le Lot. Euh, Il y a, comme je disais, le chemin qui est vraiment fait pour les marcheurs, notamment après Conques, vers Decazeville, Cahors et compagnie. Et en fait, moi, j'ai choisi de faire une variante au niveau de Figeac. J'ai quitté la voie principale pour passer par la vallée du Célé parce que bah, du coup, voilà, le chemin des marcheurs passait pas forcément par des endroits qui me parlaient. J'avais envie de m'en écarter un petit peu tout en suivant du coup une variante quand même au chemin de Compostelle. Donc je restais quand même sur la trace pour que ça ait du sens. Donc c'est une vallée, la vallée du Célé qui est très minérale, qui est un peu comme un petit canyon avec des couleurs ocre très, très jolies. Tu passes par Saint-Antonin-Nobleval, qui est magnifique, là, au bord du Lot, avant d'arriver à Cahors. Euh, Après Cahors, ben, tu te diriges vers, on va dire, vers la plaine de la Garonne, puisque tu vas passer par des villages comme Montcuq, Lozerte. Tu arrives à Moissac, au bord du canal latéral à la Garonne. Après avoir longé quelques kilomètres ce canal latéral, bah, tu vas devoir traverser la Garonne au niveau d'Auvillard pour aller dans le Gers. Alors le Gers, c'est particulier parce que c'est une succession interminable de montagnes russes, en fait. Ça fait qu'il y a rien de plat là-bas. Il y a rien de plat, donc c'est un peu ouais, c'est un peu éprouvant, on va pas se cacher, même si on mange bien. Après, tu passes par Eauze, la capitale de l'Armagnac, avant de rentrer, dans les Landes. Alors les Landes, on a tous cette image un peu, des plaines, soit des pins, mais dans mon cas, c'était plus les champs de maïs. Bon alors en plus il pleuvait, lorsque j'étais dans les Landes, donc voilà, rien à on va dire. Heu, Après tu arrives dans le Béarn, au niveau de Navarrense et puis, tu te diriges progressivement vers le Pays basque. Alors tu passes par un village qui est, un peu emblématique, qui se trouve, juste en dessous de Saint-Palais. C'est un tout petit endroit, un lieu-dit. J'ai fait un détour exprès même pour aller là. C'est au niveau de Ostabat, puisque tu as, la stèle de Gibraltar, qui est symbolique parce que cette stèle-là, c'est l'endroit précis où se rejoignent trois voies du chemin de Compostelle. Donc la voie du Puy que je suivais, la voie de Tours et la voie de Vézelay. Et donc à partir de là, ces trois voies n'en forment plus qu'une jusqu'en Espagne, exactement jusqu'à Puente la Reina, où là rejoint la quatrième qui était la voie d'Arles, avant de filer vers Santiago. Donc c'est un endroit un peu particulier. Et puis voilà, après cette stèle de Gibraltar, tu arrives à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est, comme son nom l'indique, au pied du col de Roncevaux, au pied de la frontière espagnole. C'est un village très, très joli parce que il est très fleuri, très coloré. C'est un village aussi qui est très animé parce que pour beaucoup d'Espagnols et pour beaucoup d'étrangers, même en grande partie, le chemin de Compostelle ne se fait que sur la partie espagnole. Ils ne connaissent pas la partie française forcément, donc il y a énormément de pèlerins qui démarrent leur chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Voilà, il y a une effusion voilà, de personnes là. Tu vois beaucoup de sacs à dos, de marcheurs. Donc avant de te lancer dans la traversée des Pyrénées. Et puis ensuite, tu arrives en Espagne, où tu descends après vers Pamplona, et puis voilà. Et alors, ça t'a fait quoi de passer la frontière espagnole? Ça fait quoi de rouler en Espagne? Alors, de franchir la frontière espagnole, ça m'a absolument rien fait. Parce que déjà, si tu fais pas attention, tu t'en rends presque pas compte, hein, parce que c'est pas matérialisé. En fait, il y a un poste de douane, mais il y a personne. Tu peux ne pas t'en rendre compte, presque si tu es pas très, très éveillé. Mais après, c'est marrant parce que du coup, tu bascules en fait, ton voyage change complètement. Tu quittes, des repères que tu avais, en France parce qu'en France, tu parles français, tu comprends tout partout et puis là, tu arrives dans un endroit où on ne parle pas ta langue, donc c'est à toi de t'adapter, pour manger, donc tu cherches un peu tes marques au début, c'est marrant, mais finalement, tu t'adaptes assez vite. Tu m'étonnes.
Sur d'autres vidéos que j'ai vues, on parle souvent des longues lignes droites en Espagne pour les pèlerins qui peuvent être un peu, longues et compliquées pour le moral. Est-ce que alors toi, tu es à vélo, forcément, tu vas un petit peu plus vite, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi? Oui, oui, alors ce tronçon dont tu parles, c'est, dans la Meseta. C'est une région, qui se trouve entre Burgos et Léon et en fait, c'est quelque chose qui fait de l'ordre de 250 kilomètres et ouais, c'est une plaine qui est vraiment désertique, toute pelée, il y a pas d'ombre. C'est un peu le grenier de l'Espagne parce que c'est que des cultures céréalières. Donc c'est des lignes droites, comme tu disais, à perte de vue. Tu en as une ligne droite, je crois, qui fait plus de 20 kilomètres, donc tu vois jamais le bout. Hem Et beaucoup de marcheurs, redoutent ce tronçon-là parce que, bah, c'est pas facile en fait, hein. Tu pas de enfin, tu pas d'objectif, ton point de mire n'arrive jamais en fait. Tu as l'impression que tu vas jamais arriver à l'horizon, et puis voilà, c'est une région où il fait très, très chaud. Au mois d'août, il peut faire plus de 40-45 degrés, donc c'est assez éprouvant. Mais en même temps, c'est une région où du coup, bah, tu peux, un peu te recentrer sur toi-même, tu vois? Méditer un peu, voilà, passer le temps comme ça et finalement, moi, c'est une région que j'ai plutôt bien appréciée parce qu'elle est vraiment très différente et forcément, moi, je l'ai trouvée, moins dure que les marcheurs parce que, bah, j'ai pas le même rythme, qu'eux. Mais tu vois, j'avais suivi les conseils de ceux qui m'avaient, parlé avant en me disant: «Tu vas voir, c'est compliqué, c'est difficile», donc je m'étais imaginé, je m'étais prévu des toutes petites étapes dans cette zone-là et en fait, j'aurais pu faire un peu plus donc bah, il faut faire finalement comme on le sent mais à Metz-État, moi, c'est plutôt un bon souvenir, hein, que j'en garde. Ouais, tu le vis, forcément différemment, suivant ton moyen de locomotion Ouais, et peut-être la vitesse à laquelle tu vas. Un marcheur, ça doit lui prendre, je pense, bien 7-8 jours pour la traverser, et c'est encore à ça, un bon rythme. c'est ça, oui, oui, puis, c'est vraiment, c'est vrai que quand il y a des très grosses chaleurs du mois de juillet ou du mois d'août, bah, ça doit être, très, très rude parce que tu marches en plein soleil toute la journée, du matin au soir, par 45 degrés sur, un endroit qui est pas forcément très hospitalier. Oui, c'est vrai que ça peut paraître très, très long. Mais du coup, il y en a beaucoup qui partent très tôt le matin, à la même quand il fait nuit, pour marcher un peu au frais et qui s'arrêtent, en fin de matinée ou début d'après-midi pour éviter les grosses chaleurs. Et alors, tu n'étais plus qu'à quelques grosses dizaines de kilomètres de Saint-Jacques-de-Compostelle. Qu'as-tu ressenti quand tu es arrivé à Saint-Jacques et pourquoi tu as choisi d'aller jusqu'à Fisterra? Ouais. C'est assez marrant parce que pour beaucoup, arriver à Santiago, à Saint-Jacques-de-Compostelle, bah, c'est une fin en soi, tu arrives, à la fin de ton voyage ou ceux qui le font dans un but religieux, voilà, c'est vraiment quelque chose de fort pour eux et moi, en fait, bah, pas du tout. Saint-Jacques-de-Compostelle, tu as du coup tous les pèlerins qui convergent vers le même endroit là, la Plaza de Obradoiro, donc c'est une place où il y a énormément de monde, tout le monde, exulte, saute de joie, se félicite, tu vois? Se prend en photo, des selfies, de la musique, c'est vraiment, heu, c'est vraiment très, très animé et beh, un peu trop même, tu vois? Pour moi, à mon goût, parce que, beh, en fait, bah, tu es, tout seul sur ton vélo, pendant, pas mal de temps juste avant, tu vois? Et de se retrouver là d'un coup, si brutalement à cet endroit-là, j'étais pas dans la même ambiance, tu vois? Je me mettais un peu en retrait parce que finalement bah, ça me correspondait pas, tu vois? J'étais un peu mal à l'aise et du coup j'étais content de poursuivre mon voyage jusqu'à Fisterra parce que, bah, déjà dès le lendemain en fait tu revois très peu de monde puisque beaucoup s'arrêtent à Saint-Jacques, très peu poursuivent, donc tu te retrouves quasiment seul et puis, quand tu arrives à Fisterra c'est, le kilomètre zéro, c'est sur une côte rocheuse, vraiment c'est le bout du bout quoi. Tu arrives, tu peux pas aller plus loin, tu as l'immensité de l'océan devant toi. Là du coup, tu vois, pour moi, c'était un moment, qui m'a parlé, beaucoup plus parce que, beh, pareil, j'y suis arrivé le matin, au lever du soleil, donc j'étais tout seul sur l'endroit et puis voilà, cette immensité, bah, ça me convenait plus, ça me ressemblait, c'était calme, paisible, tu vois? J'étais plus dans mon élément. Mais après, tu as quand même dû retourner à Saint-Jacques pour revenir? Pour rentrer chez toi? Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, une fois que j'étais à Fisterra,
Donc il y a le kilomètre zéro. En fait, j'ai fait une petite boucle au départ de Santiago, c'est-à-dire que je suis allé jusqu'à Fisterra et pour, revenir à Santiago, bah, je ne suis pas passé par le même chemin. Je suis allé à Muxía, qui est aussi le kilomètre zéro d'une autre voie, mais qui est pas très loin. Donc j'ai traversé toute la zone côtière qui est très, très, comment dire? Avec beaucoup de dénivelé, en fait. Je pensais que ça serait pas le cas, mais finalement, elle est très escarpée cette côte, tu vois? Je crois que c'est la 3e étape avec le plus de dénivelé de tout mon voyage que j'avais fait ce jour-là et quand tu arrives à Muxía, beh, là, c'est pareil, c'est un petit village de pêcheurs, très coloré, bah, qui donne sur la mer. Et c'est marrant parce que, tu vois, j'ai trois villes et 3 sentiments différents avec, on a dit, à Saint-Jacques-de-Compostelle un peu, ce côté, où j'étais pas trop, j'étais un peu mal à l'aise. Fisterra, j'étais très content parce que, l'endroit était immense et j'ai eu même du mal à partir. Et par contre à Muxía, tu vois, c'était plus, ben, un peu de nostalgie, tu vois, qui m'envahissait parce que là, du coup, je savais qu'à Muxía forcément parce que là, c'était vraiment la fin, quoi. Après, il fallait que je rentre à Santiago. Donc, bah, c'était un bon moyen, tu vois, de terminer ce voyage que de poursuivre après Santiago. Ouais, je comprends. Oui, ça t'a fait un petit voyage, dans le voyage en soi. Et Ouais. pour revenir jusqu'à Bordeaux et notamment pour ton vélo, tu as opté pour une solution que je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors, beh, quand j'étais à Santiago, du coup, j'ai renvoyé mon vélo, en France, avec la poste. Alors en Espagne, ça s'appelle, Correos, et ils ont, un service, avec 2 bureaux de poste dans la ville de Santiago où tu vas, bah, en fait, je crois que ça coûtait 84 €. Donc ça comprenait le carton d'emballage, l'expédition à la maison et puis je crois que même tu pouvais leur faire démonter. Alors moi j'avais choisi plutôt de le démonter moi-même et puis de l'emballer, de le protéger pour, voilà, le faire à ma sauce, mais en gros, tu peux renvoyer ton vélo pour 84 € en France et puis moi par contre j'étais rentré par mes propres moyens, hein. Je m'étais pas mis dans le carton, hein. Il est arrivé sous combien de temps ton vélo? Alors il est arrivé en gros une grosse semaine. Une grosse semaine. Moi, par contre, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que, je suis pas rentré directement. Alors, il y avait des vols en plus qui faisaient Santiago-Bordeaux, mais ce que j'ai fait, Santiago-Paris, pardon. À l'époque, ça n'existait pas vers Bordeaux, maintenant oui, mais avant non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bus à Santiago vers Porto, qui finalement est pas si loin de Santiago, tu vois? Ça m'a coûté 14 € et à Porto, j'y suis resté une journée, un peu pour faire la transition avant de prendre du coup un avion Porto-Bordeaux qui m'avait coûté 19 €. Donc au final, tu vois, ça m'a coûté grosso modo 35 € pour entrer à Bordeaux. C'était moins cher pour toi que pour ton vélo. Exactement, déjà c'était moins cher que pour le vélo et puis surtout, ça m'a fait un palier de décompression parce que si tu prends l'avion à Santiago et qu'1 heure et demie après tu es en France, après avoir été, presque un mois tout seul sur ton vélo, je pense que c'est un peu rude. Le retour ne doit pas être facile. Ouais, voilà, donc là, au moins ça me faisait un peu, voilà, progressivement. Et est-ce que tu sais si c'est propre à Santiago de pouvoir renvoyer son vélo, comme ça en France ou si c'est quelque chose qui existe dans toute Espagne? Alors, à vérifier sur leur site, ça s'appelle, Bici con Correos, je crois, le service. Je sais que par contre, ils l'expédient, pas qu'en France, hein, tu peux l'expédier ailleurs en Europe, mais je sais pas te dire. À vérifier, mais je vois pas pourquoi ça serait pas possible, mais en tout cas, ils ont bien compris qu'il y avait des vélos qui parcouraient le chemin, de Compostelle et du coup, en créant ce service, je trouve que c'était plutôt bien joué, quoi. C'était pas mal. C'est très pratique, hein, honnêtement, même tu vois peut-être pour, alors toi tu voyageais seul, mais peut-être pour des familles et autres quand tu as 3, 4 vélos plus, 2 Ouais, enfants en bas âge, c'est quand même, un service, super pratique. exactement. Un très, très bon plan du coup pour tous ceux qui voudraient, voyager en Espagne et ne pas s'encombrer avec le vélo, sur le retour. Donc on a parcouru avec toi, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu as aussi, filmé, ce voyage et tu as aussi écrit un livre sur ce voyage. Les 2 sont sortis, en 2022. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le film et sur le livre? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, bah, le film, bah, déjà, je l'ai fait avant le livre parce que, bah, comme pour tous mes autres voyages,
dès le départ, j'avais prévu de tout filmer pour en faire une vidéo. Alors il dure 1h20, hein, ce qui est déjà énorme, hein, et pourtant, c'est impossible de tout montrer. D'ailleurs, c'était pas le but du film, hein. C'était plutôt de raconter une histoire, tu vois? De montrer les rencontres que l'on peut faire sur le chemin, on en a parlé, de parler un peu d'histoire, de géographie ou enfin d'autres sujets en fonction des endroits. Donc c'est vraiment par ça que j'ai commencé. Parce que, bah, avant de partir, sur la route, je savais que j'allais faire un film, mais je savais pas que j'allais écrire un livre. Et puis, comment dire? Je me suis dit que comme ce film, ne permettait pas de tout montrer, peut-être qu'écrire une sorte de carnet de voyage, ça serait l'occasion de rentrer un peu plus en détail dans le voyage, ou en tout cas d'une manière différente, ou peut-être de toucher un public, différent aussi. Et hem et puis j'ai aussi pensé à ma propre préparation, c'est-à-dire que des livres sur le chemin de Compostelle à pied, tu en as des milliers, mais à vélo, en fait, il n'y en avait aucun. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce livre, je l'ai découpé en 2 parties. Une première où c'est un carnet de voyage, c'est-à-dire que je retrace, au jour le jour vraiment toutes les étapes, de mon chemin de Compostelle. Et puis dans une seconde partie, j'ai consacré, cette partie-là du livre à plein de thèmes pratiques. Alors, le balisage, la difficulté, l'itinéraire, comment on renvoie son vélo, les auberges, le budget, enfin bref, tout, tout ce qui peut permettre au lecteur, ou en tout cas aux futurs voyageurs, de préparer son voyage de Compostelle à vélo. Et puis, après c'est comme, un peu comme, au cinéma, c'est quand il y a des films qui sont basés sur des livres, ou l'inverse, on les compare, dans mon cas, en fait, je trouve qu'ils sont assez complémentaires, parce qu'il y a des choses que tu as dans le film et que tu n'as pas dans le livre, et inversement. Le livre, il est plus descriptif, il est plus détaillé. Tu vois, j'ai ajouté des QR codes où tu peux accéder, au jour le jour à toutes les photos, donc tu peux vraiment, comment dire? C'est vraiment un moyen, d'être en immersion vraiment pendant chaque jour du voyage. Le film, par contre, c'est différent. Il est plus vivant parce que forcément, les vidéos, c'est dynamique, tu as des dialogues, des prises de vue qui sont différentes, et même avec des prises de vue aériennes avec le drone. Donc tu es vraiment, tu es amené dans le film du départ à l'arrivée. Alors bien sûr, c'est pas Hollywood, hein, il y a pas d'effets spéciaux, mais voilà, c'est quand même un film que j'ai fait tout seul. Je me débrouille tout seul pour le faire, donc comme pour écrire le livre d'ailleurs, j'ai tout écrit, alors j'ai pas tout à fait tout seul le livre, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a aidé pour le corriger, et puis, il a été, préfacé par Sylvie, de Radio Camino, qui est quelqu'un qui m'avait inspiré pour ce voyage, parce elle diffuse sur internet tout un tas d'informations à travers plein de vidéos, donc elle a un peu participé à mon voyage, du coup, à différents points de vue, puisqu'elle a écrit la préface, du livre. Donc je sais pas, toi tu l'as vu le film, puisqu'on s'était rencontrés à Agen, Tout à fait. Moi, je l'ai vu au Café Vélo d'Agen, du coup, en juin dernier, quand j'ai vu ton vélo aussi, quand tu es venu nous rencontrer. c'est ça? Un très chouette film où on peut suivre de façon, du coup, chronologique ton voyage. Et nous, ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'après, 1 ou 2 mois après, on est repassé sur la même route que toi pour un voyage tout à fait différent. Par exemple, tu vois, la montée de Conques, elle nous a marqués. Et on s'est dit: «Ça, on l'a vu dans le film de Gaëtan», tu vois? Non, mais c'est marrant parce que, tu vois, quand on organise des projections un petit peu partout, finalement, il y a pas que des cyclistes qui viennent, il y a beaucoup de marcheurs, parce qu'en fait, ça leur permet de se remémorer les endroits par où ils sont passés, et c'est souvent les retours que j'ai à la fin. On me dit: «Ah ben oui, c'est sympa, j'ai reconnu là où je suis passé, et puis, ah ben avec le drone en plus, c'est totalement différent, hein». Donc c'est marrant, tu vois? Ça touche vraiment un public très, très, très large. Donc là, on a parlé vraiment de Saint-Jacques de Compostelle, du film, du livre, mais bien évidemment, tu continues, le voyage sur Cycle Voyage avec Gaëtan. Tu, publies des vidéos et tu fais aussi des interviews. Tu nous as déjà parlé de ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a poussé à la lancer. Moi, j'aimerais te demander, est-ce que tu as, des idées de futures vidéos? Est-ce que tu peux nous faire un petit spoiler pour les auditeurs? Ah oui, vous voulez savoir en avance? Oui, oui, ben, alors des vidéos, j'en ai préparé pas mal. Là, j'ai été assez efficace, hein, ces derniers temps. Tu vois, il va y en avoir une, à peu près tous les 15 jours jusqu'à la fin de l'année. Ah ouais, OK. Heu, alors qu'est-ce que tu vas avoir comme vidéo? Il y a une vidéo, qui est intéressante, je pense, qui va concerner le bivouac.
le camping sauvage, prochainement, donc expliquer un peu les différences, comment ça se passe, où est-ce qu'on trouve un endroit, si on a le droit ou pas, enfin bref. Tu vas avoir une vidéo, sur les applications météo pour le voyage à vélo, des vidéos aussi sur la remorque, puisque, je vais, commencer à faire des balades, en vue d'un petit voyage cet été avec ma fille de An, donc j'ai acheté une remorque et puis voilà, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les premiers pas avec et puis bien sûr, bah, des vidéos de voyage puisque, dès que les beaux jours vont revenir, je vais ressortir le vélo donc bah, il y aura forcément des vidéos des petits voyages que j'aurai faits. Et justement, est-ce que tu as des projets de voyage à vélo, des destinations qui te font, rêver? Déjà pour cette année 2023, oui, j'ai des projets, alors beh, qui vont se concrétiser d'ailleurs, hein. Cet été, comme chaque année, on va faire un petit voyage avec ma compagne, donc bah, là, on sera 3 cette année avec notre fille. On va faire, le tour de Bourgogne à vélo. Alors pas en entier, on va en faire que la moitié cette année et on fera la moitié l'année prochaine. En solo, je vais faire, différents trucs, alors des petites balades de 3 jours, par exemple la vallée du Drô dans le Lot-et-Garonne, la vallée de l'Ill aussi, de la Vézère peut-être, et puis je vais essayer de me faire, quelques petits voyages, un petit peu plus longs mais, d'1 semaine, du genre, la Vélocénie entre Paris et le Mont-Saint-Michel et surtout, j'aimerais faire aussi le Tarn à vélo. Alors pas le département, la rivière qui part depuis, la Lozère à côté de Mende, jusqu'à Moissac, confluence avec la Garonne. J'aimerais me faire ça, voilà, de la source, on va dire, à la confluence. Donc c'est pas un très gros voyage, ce sera juste, 450 à 500 kilomètres, mais voilà, ça sera à peu près ce que j'ai prévu pour cette année-là. Après, des destinations qui me font rêver, oui, oui, ah ça, il en manque pas, hein, mais comme beaucoup, la traversée de l'Amérique, tu vois, ça me de l'Alaska à Ushuaia, ça me fait rêver forcément. La route de la soie, la route du Pamir, tout ce qui est Kirghizistan, Tadjikistan et compagnie, c'est pareil, ça me donne des étoiles dans les yeux, et en ce moment, j'ai l'Afrique aussi qui me tente de plus en plus, je sais pas pourquoi, tu vois, toute l'Afrique, de l'Ouest ou même au sud, hein, tout ce qui est Namibie, Tanzanie, je sais pas, ça me branche bien. Alors, comme on dit, c'est un rêve, peut-être un jour, mais malheureusement, quand on dit un jour, souvent on le fait jamais, il faudra que je franchisse le pas, mais il faudra aussi que les conditions s'y prêtent, donc on verra. Bon, plein de rêves et de beaux projets aussi qui vont se concrétiser en France dans un premier temps, pour, des voyages qu'on pourra, bien évidemment, enfin je suppose retrouver sur ta chaîne, YouTube du coup Cycle Voyage avec Gaëtan. Exactement, exactement. Je manquerai pas de tout filmer pour partager et donner envie, ouais. Et alors la dernière question, rituelle du podcast, quels conseils pourrais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo? Déjà, je leur donnerai le conseil de ne pas trop se prendre la tête, c'est-à-dire, faites un voyage comme vous le sentez à votre façon. C'est-à-dire que, si vous n'aimez pas le camping, prenez pas d'attente, hein, allez en gîte, chez l'habitant ou en hôtel. Il faut pas se forcer à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Après, pour voyager à vélo quand on n'a pas le matériel, ça sert à rien de tout acheter, dès le départ, au début, pour essayer, pour voir si ça vous plaît. Moi, je pense que louer le matériel, par exemple, ça peut être, un bon moyen d'essayer, pour voir si ça plaît. Et puis, voilà, après pour un premier voyage, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, je pense, tu vois? Pas se lancer dans des distances journalières énormes, pour un premier voyage, 50 kilomètres par jour, moi je trouve que ça suffit. Ça permet de se garder du temps pour visiter et puis ça permet de garder du temps pour prendre le temps, simplement. Et puis, je pense que c'est bien aussi de prendre un itinéraire qui est facile, à votre portée, c'est-à-dire la route des Alpes pour un premier voyage, c'est une mauvaise idée. Mais, des itinéraires plus tranquilles comme la Loire à vélo, la vallée du Lot, ou le long d'un canal, quel qu'il soit, ça peut être intéressant. Il y a plein, d'ailleurs, il y a plein d'itinéraires qui existent, qui sont déjà tracés, qui sont déjà balisés, où on ne peut pas se perdre, donc ça permet aussi de donner des idées. Et puis voilà, plutôt que partir sur une semaine, un mois, essayer sur un week-end, sur 3 jours. Rien que ça, déjà, vous verrez, on s'évade, mais enfin voilà, je pense qu'il faut surtout,
Restez vous-même, vous forcez pas à vous ressembler à quelqu'un que vous avez vu sur internet, voyagez à votre propre façon et puis, surtout gardez en tête que tout le monde est capable, tout le monde est capable. Le vélo, en fait, il y a rien de plus simple du moment qu'on n'est pas pressé et ça tombe bien parce qu'un voyage à vélo, on n'a pas de il y a pas de chronomètre, on prend le temps de prendre le temps donc, une fois qu'on a testé, vous verrez, c'est pire qu'une drogue, on veut toujours y revenir. Il faut faire d'ailleurs attention parce que c'est contagieux. Ça, c'est bien vrai, on n'a pas assez de congés après dans l'année pour partir en voyage à vélo. C'est ça, c'est ça. Mais oui, tu as raison, il y a une multitude d'itinéraires en France et une grande diversité aussi d'itinéraires qui permettent, de découvrir, énormément de paysages et de chouettes coins en France comme tu nous l'as montré, sur le tour du sud-ouest, jusqu'à Santiago et sur tes nombreux voyages en France. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Exactement. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie Gaëtan pour ton beau témoignage. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi et de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. C'est moi qui te remercie, Claire. Je suis, vraiment très content d'avoir pu partager ça, avec toi et ceux qui nous écoutent, merci beaucoup. Ciao! À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast via la plateforme Buy Me a Coffee. Les dons récoltés permettront de contribuer au développement du podcast pour vous proposer toujours plus de voyages à vélo. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux et par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez y retrouver des récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, c'est sur Cyclotopo que vous trouverez toutes ces infos. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans 2 semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao! Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris un petit peu plus de choses sur moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Laisse-moi aussi un commentaire, ça aussi, ça me fait très plaisir. J'aime bien y répondre et avoir votre avis, votre ressenti, c'est toujours intéressant. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!